Bonsoir chers amis, je suis particulièrement ravi d'être parmi vous ce soir aujourd'hui. C'est un réel plaisir de voir tout le chemin accompli par ce magnifique programme qui est DAF for Good. L'événement de ce soir, c'est l'occasion de souffler les 60 ans de la DFCG, ainsi que de clôturer la 9e saison du programme DAF for Good. Comme vous savez, ce programme a de multiples objectifs. Il contribue pleinement au développement du tissu économique français et c'est une vision que nous partageons avec le MEDEF. Alors ce soir, nous allons aborder le rôle essentiel de la fonction financière dans la valorisation des entreprises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de remercier vous tous ici présents, car le succès de ce programme, nous vous le devons à vous. Alors j'aimerais bien un petit tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Et j'en profite également pour remercier tout d'abord le MEDEF pour son accueil, notamment Paola Fabiani, vice-présidente du MEDEF, et Brice Alzon, membre du comité exécutif du MEDEF, du conseil exécutif du MEDEF, ainsi que nos partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés tout au long du programme, notamment Jean-Christophe Benzo, directeur général de Groupama Épargne Salariale, Patrice Klug d'Entreprise et Décisions, ainsi que Hugo Michelas de la société Auris, qui nous feront le plaisir de nous accompagner lors de la soirée. Je n'oublie pas Alexandre Silliam, responsable innovation de Finance Innovation, Anne-Sophie Gervais, co-aide accélérateur Race Sherpa, ainsi que le réseau HEC Entrepreneurs. Alors merci à eux, et j'invite à présent notre hôte, à savoir Paola Fabiani et Brice Alzon. Tiens, mets-toi chacun. Petite note. Bonsoir à tous. Alors, je commence. Donc, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous. Donc, Paola Fabiani, effectivement. Je suis vice-présidente du MEDEF. Je suis chef d'entreprise, avant tout. Une entreprise s'appelle Wisecom, c'est important. Vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat, porte-parole et coprésidente de la commission entrepreneuriat avec Brice Alzon. Je laisserai se présenter par la suite. Donc, tout d'abord, on tenait à vous remercier d'être parmi nous et de faire cet événement. Alors, à l'occasion de votre anniversaire, c'est encore mieux, parce que c'est un événement qui, tant au sein du MEDEF que de la commission entrepreneuriat, et nous semble essentiel et nous semble très important à de nombreuses reprises. Alors, je vais passer les remerciements rapidement, si vous me permettez. Donc, je remercie bien sûr votre présidente, Marie-Hélène Prébel, qui, a-t-on dit, a eu un empêchement et n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais je la remercie à distance. Damien Abreu, qui est membre de la commission entrepreneuriat. Alors, je cherche en même temps les gens, mais je ne les trouve pas. Arnaud Meyer-Poujol, qui est à l'initiative de ce programme DAF for Good. Mathieu Roche, qui a parlé juste avant, et Jean-Christophe Benzo, qui nous a présenté ce programme. Que vous dire? L'importance, je pense, aujourd'hui, de la connaissance financière dans nos entreprises et notamment dans nos startups est vitale. Alors, je dis notamment parce que pour moi, elle est importante dans toutes les tailles d'entreprise et tous les types. Je dirais qu'elle est d'autant plus vitale. Alors, je sors d'une rapide émission sur LCI pour discuter du fameux sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, la censure. Donc voilà, l'actualité malheureusement politique va certainement peser sur le climat économique de nos entreprises et notamment sur le climat financier, puisqu'on sait que le climat politique incite ou pas les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers, à investir plus dans nos entreprises. Donc ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt, etc. Je vous passe ce point d'actualité, mais qui me semble essentiel d'être cité. Donc au final, cette possibilité de censure risque d'impacter toutes nos entreprises, tous nos ménages. Et donc je pense que des initiatives comme les vôtres sont d'autant plus importantes dans un climat difficile pour nos entreprises, fragile, instable, parce qu'on est vraiment dans une instabilité permanente, et pour lequel on manque cruellement de vision. Et en général, on le sait tous, effectivement, quand on manque de vision et quand on manque de stabilité, qu'est-ce qui se passe? Il faut être meilleur dans l'anticipation, il faut être meilleur dans les prévisions, et souvent les prévisions financières, les prévisions budgétaires, et quelque part, j'ai souvent tendance à dire d'anticiper l'inanticipable. Et votre rôle est majeur ici, parce que vous avez ce savoir-faire et cette connaissance. Et donc, je pense que, effectivement, le programme DAF for Good
nous apporte beaucoup. Le partenariat avec le MEDEF et notamment la commission entrepreneuriat est quelque chose qui est en cours de développement et qui va s'accentuer parce qu'il faut faire savoir auprès de nos entreprises et de nos startups que ça existe, que ça fonctionne et quelle est l'importance de votre savoir-faire, notamment dans les questions de levée de fonds, de financement, de plafond de verre et de croissance, mais aussi de moments d'instabilité économique au sens large. Donc voilà, je pense que vraiment, encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous, de faire ce programme et puis qu'on puisse y contribuer ensemble. Et puis je pense qu'à l'occasion des différentes tables rondes, on aura l'occasion de pouvoir rentrer plus en détail et en profondeur. Je m'arrêterai sur l'actualité et je céderai la parole à Brice. Ce qu'il y a de génial au MEDEF avec une coprésidence, c'est que vous avez 2 messages de bienvenue au lieu d'un. Voilà, donc ça c'est... En tout cas, effectivement, en tant que coprésident de la commission entrepreneuriat, je suis ravi avec Paola, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous pour ce bel événement. Donc, merci à toi Mathieu et donc merci à toutes les équipes qui doit marquer le début d'une collaboration que l'on espère fructueuse au MEDEF avec DFCG. Voilà. Les thématiques qui vont être abordées ce soir s'insèrent dans une réflexion que nous menons au MEDEF au sein de nos différentes comités. Dans la commission entrepreneuriat, on a 8 comités qui vont à la start-up, entrepreneurs de demain, etc. Et d'ailleurs, on est ravis d'avoir certains de nos membres qui vont intervenir ce soir, comme Guylain et Quentin. En tous les cas, au MEDEF, nous savons que la dynamique entrepreneuriale est une force pour l'écosystème français. On a vu qu'au cours du premier semestre 2024, on a eu plus 12% de création d'entreprises par rapport à l'année dernière en 2023. Et les créations sous forme de sociétés, elles, ont progressé de 8,2% et même de 26% si on compare depuis 2019 sur les 5 dernières années. En tous les cas, dans cet environnement économique et politique, comme l'a dit notre chère Paola, instable en ce moment, l'attelage des dirigeants entreprises et des financiers est un bon moyen, selon nous, et d'aider les entrepreneurs dans leurs choix stratégiques en leur permettant de développer et de pérenniser leurs entreprises en prévoyant des besoins financiers et en veillant aux contraintes légales. En tous les cas, cette première soirée en commun avec le MEDEF et la DFCG doit ainsi nous permettre de créer des ponts entre nos 2 univers de service. Et donc, on est là pour ça. Et je cède la parole à Jean-Christophe, le copilote du programme DAF for Good. Voilà, merci à vous. Bon, du coup, j'ai plus l'effet de suspense. Du coup, Jean-Christophe, au-delà de ton rôle de sponsor avec Groupama depuis le début du programme, c'est aussi une personne qui nous a accompagnés sur l'organisation de tout le programme depuis le début. Donc déjà, un grand merci pour tout ton soutien continu qui fait la réussite du programme aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors sponsor, mais je vais vous éviter la page de pub quand même. Mais bon, si vous voulez mieux partager la valeur dans vos entreprises, mes collaborateurs qui sont derrière pourront vous en parler bien mieux que moi. Non, je suis là aujourd'hui pour vous parler de DAF for Good. DAF for Good, c'est une émanation de la DFCG. Alors pour nos amis du MEDEF, un petit rappel de ce que c'est que la DFCG. La DFCG, c'est le réseau des dirigeants financiers. On est plus de 3000 membres partout en France. Alors ce programme de DAF for Good, il a été créé en 2015 et nous avons la chance d'avoir ce soir les fondateurs de ce programme, Sylvain Pailletin, Antoine Vinit, Éric Boyer, Arnaud Meilleur-Pujol. Je vais vous demander de vous lever quand même pour qu'on puisse vous applaudir. Ils sont là et ça fait plaisir de vous avoir. Alors, ça a été créé dans une émanation de la DFCG qui s'appelle DFCG Avenir. DFCG Avenir, c'est les moins de 35 ans de la DFCG. Les gars, ça pique maintenant. Ça fait longtemps. Mais ces jeunes gens, à l'époque, étaient habitués à travailler dans des environnements dynamiques, côtoyer des startups, des boîtes qui ont des idées formidables, des entrepreneurs qui ont vraiment une belle énergie,
Par contre, quand il faut commencer à construire un bilan, présenter des choses à quelqu'un qui doit lever des fonds ou investir dans la société, parfois c'est un peu plus compliqué. Structurer sa finance aussi, c'est un peu plus compliqué. D'où l'idée de présenter, de mettre en relation en fait, des membres de la DFCG, des dirigeants financiers, avec ces start-upers. Et ça a beaucoup plu à nos membres. Il y a même eu des redoublants, des triplants. Et contrairement à l'école, si vous redoublez dans notre organisation, c'est que vous êtes plutôt bon. Et cette idée, au début, c'était sur l'Île-de-France. Et moi, j'ai eu la chance j'étais au bureau Île-de-France quand Arnaud est venu présenter cette idée. Donc, je l'ai vu presque naître. Mais ça a évolué. Et maintenant, on a du DAF for Good dans l'ensemble de la France au niveau de la DFCG, que ce soit sur les Hauts-de-France, que ce soit sur la Bretagne, que ce soit sur l'Alsace. Et j'espère ne pas en oublier. Et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, bravo à tous, parce que c'est une belle idée qui est allée bien plus loin que la région d'origine. Alors nous, à la DFCG, on aime les chiffres, donc je vous en ai mis quelques-uns un peu. Une start-up, 2 financiers, 8 heures par mois maximum. On ne va pas prendre le job de gens pour qui dont c'est le métier. Et on fait ça pendant 12 mois. Et quand vous faites un peu les calculs de tout ça, parce qu'on parle de valorisation ce soir, c'est à peu près 36 000 € qu'on donne en temps de valorisation de DAF pour une start-up pendant 1 an. Et ça, on le fait depuis 9 ans. Ça veut dire que depuis 9 ans, il y a plus de 150 startups qui ont été accompagnées partout en France. Et quand vous faites un peu le calcul de tout ça, ça vous fait 500 belles aventures de personnes qui se sont retrouvées, qui ont trouvé de l'intérêt. Quand vous faites un petit calcul à nouveau, hein, vous faites ces 150 startups, 36 000 €, ça fait plus de 5 millions. Hein. Ça fait plus de 5 millions d'euros de dons qu'on a donnés pour ce programme. Alors, je ne peux pas finir cette courte présentation de DAF for Good sans citer mes amis qui sont les organisateurs du programme. À nouveau, Arnaud, mais tu vas revenir. Alain, qui va bientôt prendre la parole. Mathieu, vous connaissez déjà, et Emmanuel Dupeux, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui nous a accompagnés pendant longtemps dans la création de ce programme et dans l'organisation. C'est une aventure qui crée des belles relations. Les financiers apportent aux startups, les startups apportent aux financiers aussi. C'est vraiment de belles aventures, des aventures humaines avant tout. Et je repasse la parole à Mathieu, qui était d'ailleurs mon binôme dans la première année. On a fait la startup, on a accompagné une startup ensemble. Voilà, et 9 ans après, on se retrouve sur cette estrade pour vous présenter DAF for Good. Merci Mathieu, c'était une belle aventure que de te connaître, et j'espère que DFCG et DAF for Good, et avec le MEDEF, on va continuer à faire de belles aventures comme celle-là. J'appelle la première table ronde, du coup, avec Alain, qu'on ne présente plus. Donc Alain fait partie intégrante du programme DAF for Good également, et il nous a vraiment aidé à accompagner le programme à un autre niveau et vers l'au-delà. Merci. Donc, si Muriel, Jean-Michel, Quentin, Ghislain, vous voulez bien nous rejoindre. Installez-vous. Merci à vous d'avoir accepté, d'avoir répondu à cette invitation sur un thème qui est pour nous essentiel, puisque c'est le rôle de la finance dans la création de valeur en entreprise. Et en tant que directeur financier, c'est important de savoir communiquer et d'accompagner aussi les dirigeants dans l'organisation et dans la structuration de leur entreprise. Donc, vous allez nous raconter, nous exposer un petit peu, alors déjà qui vous êtes, mais surtout le rôle de la finance dans votre entreprise. On va commencer par toi, Ghislain. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais ?
Alors moi je suis Dylan d'Alençon, donc je suis ni DAF ni mentoré DAF for Good, mais je suis quand même président d'un établissement de paiement qui se rapproche de la fonction financière. Et en fait j'étais banquier et j'étais en même temps passionné du monde de l'intérêt général, notamment associatif, et j'ai voulu créer un pont entre le monde de l'entreprise et le monde des associations qui voyaient en fait leur collecte de dons devenir archaïque parce que ne s'était pas modernisé à temps. Et d'ailleurs, la collecte de dons va assez mal. Je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas vraiment le sujet. Et donc, j'ai créé EO en 2012 avec le monde bancaire pour créer une plateforme multicanale de collecte de dons avec du don sur terminal de paiement, des bornes, des paniers de quête, des sites internet, etc. Et donc, voilà qui je suis. Et en fait, en créant un pont justement entre le monde de l'entreprise, le monde associatif et le monde bancaire. Et donc, en quoi la finance peut-elle créer de la valeur, donc extra-financière, que ce soit écologique, sociale, dans ton entreprise, par exemple? Alors, dans mon entreprise, c'est une évidence. Après, dans le monde de l'entreprise, c'est aussi une évidence. Et d'ailleurs, si je suis aussi bien au sein du MEDEF, c'est que dans le MEDEF mêle harmonieusement la nécessaire profitabilité des entreprises et leur bonne santé financière et leur mission d'intérêt général. Donc, la mission, la valeur extra-financière de l'entreprise, elle est gigantesque. Déjà, la création d'emplois et le maintien de l'emploi est une mission d'intérêt général. Il n'y aura pas de financement de transition vers la transition écologique sans des milliards d'investissements qui sont déjà en cours par le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, les critères ESG sont un élément déterminant des politiques d'investissement des fonds, mais aussi de crédit des banques. Et donc, en plus, certains considèrent qu'il ne peut pas y avoir une durabilité de la profitabilité de l'entreprise sans que l'entreprise elle-même ait un impact positif sur son environnement social et environnemental. J'avais l'habitude de dire que c'était les deux poumons de l'entreprise, mais alors on me dit qu'on peut vivre qu'avec un seul poumon. Donc j'allais dire la finance et l'impact sont un peu le cerveau gauche et le cerveau droit de l'entreprise. Comme le disait Henry Ford, une entreprise qui ne fait que de la profitabilité est une bien mauvaise affaire. Et toi donc qui connais bien le monde associatif, non lucratif, quel est le rôle de la finance justement dans ce milieu-là? Alors, ce qui caractérise le monde associatif versus le monde de l'entreprise, c'est que le monde associatif s'affranchit de la profitabilité et du versement de dividendes donc à son actionnaire. Cependant, pour quelques chiffres, hein, c'est 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est 2 millions d'emplois. Et le bénévolat est valorisé, parce que comme j'ai compris qu'on aimait bien les chiffres ici, à plus de 65 millions. Donc on est sur un chiffre d'affaires cumulé du monde associatif de 200 millions. Et on ne va pas parler évidemment donc du caractère essentiel dans la cohésion de nos sociétés du monde associatif. Alors les ressources de l'entreprise, de l'association, c'est moins la vente qui est marginale dans le monde associatif que la collecte de dons et de mécénat, et aussi des subventions et une délégation du service public. Donc, le rôle de la finance dans le monde associatif est quasiment aussi essentiel que dans le monde de l'entreprise. Là où c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir un lien entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Là, on en a une démonstration magistrale avec la reconstruction de Notre-Dame,
qui a été en grande majorité financé par le mécénat d'entreprise. Et le mécénat d'entreprise, avec des centaines de millions qui ont été apportés par Total et LVMH, mais aussi avec des petites entreprises qui ont donné une multitude de petites sommes de mécénat. L'entreprise aussi, c'est aussi du mécénat du mécénat de compétences. Et qu'est-ce que gagne l'entreprise dans ce financement du monde associatif ou dans cette collaboration avec le monde associatif? C'est qu'elle gagne de l'intangible, donc elle gagne de l'image de marque, elle motive ses collaborateurs et donc elle va aussi y trouver un certain intérêt. Tout à fait. Oui, c'est justement les fameux critères extra-financiers dont on parle de plus en plus et qui sont omniprésents maintenant dans certaines de nos sociétés. Ben, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Quentin. Donc, Quentin, c'est un peu particulier puisque on est tous les deux de Montpellier. On se connaissait d'autres réseaux et on s'est retrouvés par hasard sur le programme de DA4Good à Montpellier, qui est en train d'être lancé. Donc, le monde est très petit. Également, en effet, alors, je suis Quentin Houssin, je suis originaire de la Bretagne, je suis breton, moi je suis fier de mes origines, j'aime bien le placer. Mais c'est vrai que j'ai vécu pendant 7 ans à Montpellier, je navigue entre Montpellier et Paris. Je parle de ça, pourquoi? Parce que Canopy est entre Montpellier et Paris, même si notre territoire en fait est élargi à la France. Quentin Houssin passe président du COMEX 40 MEDEF Hérault Montpellier, élargi à la zone Occitanie, donc grosse relation avec le MEDEF également, et notamment le COMEX 40, c'est le task force des moins de 40 ans. 43 ans pour certains, qui a vraiment envie d'avoir un impact sur le territoire, justement par l'entrepreneuriat et notamment par les finances. Hein, on est là et très fiers d'être là. Quentin Houstin, je suis le CEO cofondateur de Canopy, qui est une solution SaaS, donc un logiciel justement qui est une sorte de Doctolib de la médecine complémentaire, uniquement avec les professions qui sont validées scientifiquement et avec un élargissement justement sur le domaine du sport. Et on est connecté aux mutuelles, assurance santé et entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en pleine levée de fonds et notamment DA4Good nous aide fortement, justement avec Grégoire et Clément. Alors, est-ce que justement tu peux nous parler du programme, comment tu as été contacté et comment ça se passe, puisque c'est la première année que DA4Good se lance sur Montpellier et pour l'instant tu es le seul, en fait, tu n'es pas le test de Montpellier, mais tu es le lancement et j'espère qu'il va y en avoir d'autres de toute façon sur Montpellier et je ferai le nécessaire pour. Et avec grand plaisir d'en parler et en bien, parce que en effet, on est accompagné par DA4Good depuis à peu près juin, il me semble, et on est hébergé au village Baïséa du Languedoc, donc héberge village Baïséa de Montpellier, qui fait que tout naturellement le village lui a envie d'accompagner ses startups dans toutes les sphères de la boîte, et notamment sur l'aspect financier où toute startup a vraiment besoin. Paola le disait très bien tout à l'heure, on a besoin d'être accompagné à toutes les étapes d'une entreprise et peu importe la taille de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est le village Baïséa qui nous a poussé, qui nous a dit tiens, ça serait bien que vous regardiez DA4Good et derrière, c'est comme ça qu'on a connecté avec Grégoire et Clément. Donc quand on t'a parlé du programme, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer les besoins et qu'est-ce que font les DAF actuellement pour répondre à tes problématiques ? Alors ça s'est fait graduellement, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on bosse ensemble. Au départ, c'était plutôt une mission exploratrice, histoire de voir ce que c'était d'accompagner une start-up qui plus est la nôtre dans un domaine où justement on est en forte croissance, où on a besoin d'être accompagné. Et donc, en fait, très vite, ça a été cette phase justement de qu'est-ce que fait Canopy derrière. Et en fait, en mois de septembre, on a une phase d'accélération qui était en gros, soit on stoppe la plateforme, soit on accélère très fortement. Et en tant que bon entrepreneur que nous sommes avec mon associé, on s'est dit ok, là il y a un vrai marché, les mutuelles viennent vers nous, il faut qu'on accélère fort. Par contre, on a besoin d'être accompagné par des financiers, j'ai envie de dire, parce qu'en fait il faut qu'on raconte une belle histoire, mais ça vient des tripes, hein, l'histoire, mais cette histoire elle est accompagnée de chiffres. Et les chiffres, mine de rien, vous les avez, vous les connaissez, vous connaissez les histoires des entreprises qui fonctionnent, et c'est ce pourquoi pour nous ça tombe sous le sens d'être accompagné par DA4Good aujourd'hui, et c'est une vraie plus-value, je le rappelle. Merci. Je fais juste une petite parenthèse. On a mis des QR codes
c'est les QR codes LinkedIn des intervenants. Donc, si vous voulez rentrer en relation avec eux, vous avez juste à scanner les QR codes. Pour revenir sur ta structure, donc tu es entre Montpellier et Paris, tu es quand même basé à Paris. Et donc, l'une des missions qu'ont les DAF, alors je précise bien qu'ils ne sont pas là pour remplacer des consultants. Ils sont là pour les aider sur la réflexion et les orientations. C'était vraiment sur une phase de la construction de ton BP pour objectif justement d'aller voir des fonds d'investissement et de crédibiliser, si je ne me trompe pas, votre demande. En fait, on est accompagné par un cabinet extérieur sur cette partie financière. Mais avec ce cabinet, en fait, on a pitché devant le Crédit Agricole parce qu'au Village ByCA, il y a ce qu'on appelle des comités plusieurs fois par an pour les startups où on est challengé sur l'ensemble des sphères de la boîte. Et il y a notre pôle innovation du Crédit Agricole qui nous dit bon, les chiffres là, bon, vous êtes accompagné par quelqu'un, mais il y a des petits trucs qui déconnent. Et puis on repitch devant la Banque Populaire, qui est notre deuxième banque. On a la même problématique. Et là, on se dit bon, nous, on fait vachement confiance. Hein. On se dit ok, c'est lui qui gère les chiffres. Nous, on doit avancer. Et puis en fait, là. Il y a quand même des warnings. Il y a nos deux banquiers qui nous disent que ça serait bien de regarder autre part potentiellement. Et donc, vu qu'on est accompagné par Daforgo, on a dit tiens, le BP, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Et là, ils nous ont dit, ah oui, en effet, il y a cette problématique-là, on peut faire ça. Et puis, du coup, on a avancé cette discussion. Les chiffres qui, pour moi, je voulais regarder ça de loin et laisser ça à quelqu'un d'autre. En fait, je me suis passionné par ça. Passionné parce qu'en fait, Clément et Grégoire m'ont dit qu'en fait, c'était juste hyper important, mais ils me l'ont raconté d'une certaine manière qui fait que aujourd'hui, je regarde les chiffres tous les jours et je suis content de les regarder. Écoute, une bonne continuation. C'est des personnes que je connais très bien sur Montpellier et je pense que vous allez tous faire de très belles choses. On fait tout pour. En tout cas, les signaux sont au vert. Donc, normalement, on va la checker, cette levée. Et tu nous tiendras au courant pour cette levée de fonds. Bien entendu. Je te remercie. Jean-Michel, alors toi, tu viens pas de Montpellier, c'est plus dans le nord. C'est ça. Je te laisse te présenter. Donc moi, je suis Jean-Michel Dos Santos, je viens de Lille, donc effectivement du Nord. Je suis le CEO d'Alistic. Alors Alistic, qu'est-ce que c'est ? C'est un cabinet conseil en cybersécurité. On a 3 métiers. Un premier métier qu'on appelle la GRC, donc la gouvernance, la gestion des risques et la gestion de la conformité. Un deuxième métier qu'on appelle SecOps chez nous, mais plus prosaïquement, et alors vous voyez souvent à la télé, ça va être toute la partie hacking éthique, donc pentest, recherche de vulnérabilité. Ça va être audit de code, audit d'infrastructure, etc. et mise en place derrière de solutions de remédiation. Et un troisième métier, celui où j'ai l'habitude de dire que 80% des problèmes de sécurité se situent entre la chaise et le clavier, c'est l'humain. C'est comme ça. Et donc l'objectif, c'est de faire monter en maturité les collaborateurs et former les équipes techniques pour que le niveau de sécurité soit satisfaisant. Et on sait qu'aujourd'hui, la cybersécurité est un élément qui est pris en compte et qui est une grosse préoccupation pour les entreprises. Je ne parlerai pas de l'actualité. Tout à fait. Alors, toi, tu fais partie donc sur cette année du programme DA4Good. Tout à fait, accompagné par Muriel et Florie. Tout à fait, qui va se présenter aussi. Comment ça s'est passé pour toi justement tu as été, c'est un incubateur qui t'a proposé le programme, c'est toi qui es allé voir. Comment s'est déroulée justement cette mise en relation ? Alors nous, en fait, on a démarré donc en septembre 2018 dans un incubateur sur l'île qui s'appelle Aura Technologies, qui est juste à côté du village ByCA d'ailleurs du Nord. Et au début, je ne me suis pas forcément posé beaucoup de questions sur la finance, en fait, parce que de par mon expérience, puisque moi je suis un petit peu plus âgé, finalement l'activité a démarré assez vite. Donc on est parti, j'ai embauché une première personne, une deuxième personne, etc. Est arrivé Covid, ça a bogoté un peu, puis on a continué à avancer, et puis on s'est dit, bon, on va rattraper un petit peu tout ça. Finalement, tous les indicateurs semblaient être au vert. Et puis un jour, je me dis, c'est quand même bizarre parce que depuis 2 ans, on plafonne à une vingtaine de personnes, on n'arrive pas vraiment à dégager de la marge. Et là, je commence à me poser des questions sur la rentabilité de la structure. Et je reçois un petit mail d'une personne en charge du programme qui demande s'il y a des gens qui sont candidats. Je croise Eric qui est là-bas, qui me dit, ça peut être un sujet intéressant pour toi. Mais je dis, mais carrément, ce serait bien d'avoir un regard différent que celui de mon expert comptable. Et c'est comme ça que finalement je vais postuler, je vais démarrer.
Et ça va être le début, effectivement, d'une renaissance, on va dire, pour faire simple. Et entre le besoin que tu avais à l'origine, est-ce que tu avais peut-être déjà repéré la réalité au bout de cet accompagnement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que les DAF t'ont apporté en plus de ce que tu n'avais peut-être pas imaginé? Et comment tout ça s'est organisé? Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on y allait de manière progressive. Je pense que c'était tellement peu structuré qu'il a fallu un petit peu déblayer tout ça. On a parlé tout à l'heure, donc c'est Paola qui parlait de plafond de verre. Je pense qu'il y avait cette histoire qui était là. Je pense qu'il y avait surtout on était dans une phase de croissance qui faisait qu'on se posait pas la question finalement de la finance, puisqu'on allait plus loin, on faisait plus de clients, on faisait plus de chiffre d'affaires, donc il n'y avait pas de raison. Et les aléas, en fait, nous ont dit que c'était pas comme ça qu'il fallait travailler. Et donc, ce qu'ils ont apporté, enfin ce qu'elles ont apporté, mes chers collègues, ça a été cette rigueur qui était de dire, bon, on va poser les choses. Déjà, explique-nous ton métier. Rien que ça, déjà, ça a été intéressant, parce qu'on y a laissé quelques heures. Et puis, une fois qu'on a bien compris le métier, c'est dire, OK, ben maintenant, on va chercher où est-ce qu'est la profitabilité. Est-ce que tu as un prévisionnel de trésorerie? Un quoi? Donc voilà, donc on a appris les basiques, on a travaillé les basiques, et puis bah, effectivement, au bout de quelques mois, on commence à avoir des KPI qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de visibilité sur comment se passent les choses et d'être un petit peu plus serein. Et pendant cette année-là, en fait, on a eu pas mal de cabinets de fusion-acquisition qui nous approchaient en disant bah, votre structure, elle nous intéresse. Et une des premières questions que m'avaient posées Florie et Muriel, c'était bah, toi, tu veux faire quoi? Et sur le coup, j'ai dit bah, je sais pas. J'ai une boîte, elle marche, il faut continuer à la faire marcher, quoi. Et puis, le petit verre était dans le fruit, donc j'ai réfléchi, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et donc l'objectif derrière, c'était de se dire, finalement, presque peu importe le choix, c'est que de toute façon, il faut que cette structure, elle se valorise, et pour la valoriser, il faut connaître quand même la partie financière, avoir des bons KPI, et puis savoir le piloter correctement, et pas faire ça en fonction du sens du vent. Et donc du coup, ça a donné, je pense, un niveau de maturité un petit peu plus important sur cette partie-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne regarde pas mes KPI. Voilà, tout simplement. Oui, tu peux dire ouais. Merci beaucoup. Et là, on va changer de typologie d'acteur, puisqu'on va donner la parole à Muriel, qui est directrice financière du groupe La Redoute. Donc, je vais te laisser te présenter et ce que tu fais donc sur le programme. Oui, bonsoir à tous. Donc, La Redoute, c'est sur mon temps libre. Effectivement, je suis CFO, mais le reste du temps, donc, je suis animatrice du programme DAF for Good à Lille que j'ai mis en place après avoir goûté finalement l'animation en étant mentor dans le programme de Paris en 2022. Donc, j'ai rejoint le bureau de la DFCG et donc quelques chiffres quand même, parce qu'on ne va pas y couper, sinon j'aurais pas l'air d'être une vraie financière. Donc, en 2023, DAF for Good à Lille, c'était 12 mentors et 6 startups, puisqu'on agit toujours par deux, comme les M&M's. Et puis, en 2024, deuxième année, 20 mentors, 10 startups. On va lancer la 3e saison avec beaucoup de, j'irais peu de churn. Je vais parler tech, ça fait classe. Et on va avoir 22 mentors, 11 startups. Donc voilà, on est très très proche de Paris, on est très fiers. Donc région très dynamique. Et donc, effectivement, pour ce programme, je me suis rapprochée de Village Basséa. Quentin, tu en as parlé, ils sont aussi présents à Lille, en face de Dora Technologies. Donc, 2 incubateurs très actifs qui, eux, s'occupent de la sélection des startups. Ça, c'est pas notre métier. Nous, on s'occupe d'inspirer et d'aspirer les DAF adhérents de la DFCG dans le programme DAF for Good. On travaille à des appairages et puis ensuite, le destin fait le reste. Alors, pourquoi tu as voulu participer à ce programme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Justement, est-ce que tu peux nous faire ton petit retour d'expérience aux financiers éventuellement qui seraient intéressés pour nous rejoindre pour la saison 2025, puisqu'on va lancer les appels en candidature et pour les startups et pour les DAF. Donc, si tu peux justement nous parler de ton expérience sur ces différents programmes.
Alors, il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est dans mon précédent travail, je commençais à avoir un petit peu de temps libre. J'avais bien travaillé à tout structurer, donc voilà, j'avais du temps disponible. La deuxième raison, c'est que moi, je suis pas toute jeune non plus, et je m'étais dit que voilà, les entrepreneurs ont beaucoup de choses à nous apprendre, et je voyais ça comme une façon finalement de questionner ma pratique de la finance, d'aborder des questions que je travaille pas dans des sociétés plus établies où les financements sont plus faciles. Et parce que finalement, j'ai découvert, et ça c'était une révélation et un grand bonheur, qu'on arrive en tant que financier dans l'entreprise, mais finalement, on travaille plein d'autres choses. Et notamment avec Jean-Michel au début, et donc avec Florie Delvin qui nous a accompagnés dans ce mentoring. Les premières sessions, on a très peu parlé de finances. On a parlé de clients, on a parlé de cohortes de clients, on a parlé du cycle de vie des clients, on a parlé du produit. On s'est intéressé voilà, à toute cette valeur en fait que l'entreprise crée. Et après seulement, on a mis des KPIs, on a travaillé les budgets, on a travaillé la trésor, etc. Et donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que le mentoring, c'est pas que l'accompagnement financier, c'est plus large. Et oui, c'est humain, financier, structurel. Et surtout dans des petites sociétés qu'on est habitué à travailler dans des grands groupes où c'est des process, c'est des services différents. Là, c'est ça qui est extrêmement enrichissant sur ces typologies d'entreprises, c'est que finalement, vous regardez tout. Oui, complètement. Et moi, dans ma pratique au quotidien, j'ai coutume de dire que le financier est un catalyseur de croissance pérenne. La croissance pérenne passe fatalement par des périodes de profitabilité. Et donc, pour ça, le financier, pour moi, doit s'appuyer sur 4 piliers. Le pilotage, le reporting, le pilotage de la performance, l'accompagnement dans la prise de décision et puis la structure de la croissance. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec Jean-Michel. Une phase de diagnostic, de compréhension des chiffres. Ensuite, on a travaillé comment la valeur se crée pour déjà apurer la situation après une année un peu plus difficile, retravailler la structure avec une année qui se clôture positivement, alors que c'était pas gagné au début de l'année, donc ça c'était une belle fierté. Et puis maintenant, Jean-Michel a un budget, Alistic a un budget, et on va s'attaquer au BP. Donc on enclenche la phase 2 pour répondre à la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est en cours. Ta réflexion est en cours. D'accord. Et par curiosité, donc sur l'île, comment se passe justement une année d'A4Good? Tu veux répondre, Jean-Michel? On peut répondre conjointement. Comment ça se passe? Super bien. Alors sur la temporalité. Sur la temporalité, alors nous on a essayé d'être assez régulier. Donc on faisait un point toutes les 2 semaines de 2 heures. Et ce qui est bien, parce que ça me laissait quand même le temps de travailler un peu entre les deux. Parce qu'au début, c'est pas forcément évident. Mais finalement, ouais, ça donne un rythme. Et finalement, c'est devenu un rite. Et derrière, on enchaîne. Et aujourd'hui, le rite continue. Parce qu'il est devenu partie intégrante finalement de la manière de gérer l'entreprise. Ouais, c'est ça. Et tous les trimestres, on organise, à la fois pour les mentors et pour les startups, des rendez-vous autour d'un thème qui sont à la fois l'occasion de se retrouver, de partager entre mentors, entre DAF, avec les autres startups, passer un bon moment sympa et puis de travailler éventuellement sur une problématique particulière ou un partage d'expérience. Donc on se retrouve quand même assez régulièrement pour continuer quand même à animer le réseau. Parce que voilà. J'aime beaucoup cette phrase d'Arnaud qui dit que le réseau, c'est aussi évidemment de créer des amitiés professionnelles. Donc on travaille aussi beaucoup ce côté-là, au-delà des KPIs. On ne fait pas que des KPIs. Non, de toute façon, c'est une histoire humaine, c'est une aventure, alors financière, certes, mais humaine aussi. Mais merci à vous 4. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur cette première table ronde? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question? Ou ça a été très clair pour tout le monde? Oui. C'est vrai que ce qui est génial dans ce programme, c'est justement les rencontres, déjà, nous, financiers, de pouvoir se revoir et ensuite ce qu'on peut vivre et découvrir avec chaque start-up. Bonjour, je suis David Belaïch. J'étais dans la session d'A4Good l'année dernière. Et ma question, c'est est-ce que c'est pas difficile pour un CFO de la Redoute, avec tous les outils que vous avez, de pouvoir, on va dire, du jour au lendemain, aider une petite start-up avec les moyens du bord, avec des bouts de ficelle, essayer de faire on va dire un BP, un budget. Je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je pose la question.
Et savoir pour vous qu'est-ce que ça vous, enfin, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dû expliquer ou mettre en place ou... Alors, ce qui est assez génial dans le programme, c'est qu'en fait, on fait rien. Et c'est justement un positionnement qui n'est pas facile au départ parce qu'on a tendance à être un peu trop interventionniste. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens, ma première expérience à Paris. Après, j'ai bien appris qu'en fait, j'étais juste voilà, pour observer, pour donner des directions et laisser surtout Jean-Michel travailler. Et finalement, en termes d'outils, Jean-Michel m'a inspiré parce que ces outils, finalement, pour les petites structures, je ne les connais pas. Aujourd'hui, j'ai les gros outils, de la place. Et donc, on a découvert avec Jean-Michel, Florie et moi, plein d'outils et qui sont rapides, efficaces, pas trop chers, alors qu'ils font pas tous très bien le taf non plus quand même. Donc Jean-Michel est un peu bêta-testeur. Donc c'est intéressant aussi de retravailler sa pratique sur des choses assez simples. Excel, c'est bien, ça marche. Faut juste voilà, mettre des choses dans les bonnes colonnes et les bonnes lignes. Et les bonnes formules, oui, tout à fait. Et pour compléter, je pense que ce mode de fonctionnement est extrêmement bon parce que du coup, ça nous oblige, nous aussi, à s'approprier la démarche, les chiffres, les formules, parce que sinon, effectivement, si le DAF qui nous accompagne fait tout le travail, finalement, ben, on n'apprend rien. Donc, Ben merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre intervention. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons vu le rôle de la fonction finance et comment la fonction finance peut créer de la valeur dans l'entreprise, nous allons maintenant parler de la valorisation elle-même des entreprises. On va rentrer dans une autre sphère. Je vais appeler maintenant Guillaume, Hugo, Patrice et Aurélien. Messieurs, ravi de vous avoir. Donc, sur cette table ronde, on va parler là de la valorisation des entreprises, de votre entreprise, et surtout toi, Guillaume, puisqu'on va raconter aussi une belle histoire de ce qui peut arriver dans le programme d'Aforgood. Pour ça, hop, je vais te laisser la parole et nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Et ensuite, on parlera du programme justement d'Aforgood. Super. Bah, écoutez, bonsoir, ravi d'être là. Du coup, je m'appelle Guillaume Rigalo et j'ai fondé une boîte qui s'appelle Bison et qui est l'agence leader en France de l'accompagnement des marques sur Amazon. Donc notre boulot, c'est simple, c'est d'accompagner marques de toute taille, de petites à très grandes, enfin, idéalement des marques qui ont du budget et qui payent, puisque voilà, on est dans le programme d'Aforgood, c'est quand même plus sympa quand il y a de l'argent à compter. Donc voilà, j'ai monté cette boîte il y a un peu moins de 8 ans. On est maintenant 80 collaborateurs, donc forte croissance, et on a postulé à la saison, je ne sais plus, il y a 4 ans, 2020, saison 4, 5, à l'époque où... je raconte un peu toute l'histoire dès maintenant ou, et donc, petit teaser, du coup, en fait, d'Aforgood m'a non seulement aidé avec voilà, tous les services qu'il propose, mais aussi a servi d'entremetteur, puisque du coup, on s'est marié avec Publicis. Et le mariage se passe bien, so far. Donc voilà, il y a une histoire assez marrante à raconter. Ben, on va y venir voilà. Très rapidement aussi. Pourquoi, alors pareil, même question que précédemment, comment tu as atterri sur le programme? Qu'est-ce que tu recherchais au début et comment s'est déroulée justement cette relation et cette nuit de noces? Comment j'ai découvert? Alors je pense que j'ai découvert le programme enfin, voilà, c'est quand même assez vous communiquez pas mal dans le réseau. Moi, j'étais dans une phase de la boîte, on était en très forte croissance, je pense qu'on devait être déjà 30-40 collaborateurs, on avait 3-4 ans. Donc hyper croissance au sens agence, donc sur une boîte très people-based qui consomme beaucoup de cash, voilà, a beaucoup recruté. Moi, j'avais vraiment
l'accélérateur à fond parce que Amazon avait le vent en poupe, nous aussi. On était au début de la phase Covid, enfin, en tout cas cette période-là, ça accélère encore plus. Et du coup, voilà, j'avais besoin de cadre sur tout le pilotage cash, évidemment, tout le pilotage renta, où on avait commencé des petites choses, mais on n'était pas encore suffisamment carré à mon goût. Et du coup, voilà, ça nous a apporté. Et puis aussi, voilà, avoir l'expérience, un peu de vision. Je pense que je suis le bon exemple du fondateur start-up qui va vite. Et du coup, les fonctions support, c'est toujours les trucs qu'on se tape. Hein. Donc, on embauche tous les gens qui rapportent de l'argent. Et puis, à un moment, comme j'aime bien dire, moi, jusqu'à 25 personnes, je gérais les bureaux, les cacahuètes, le PQ. Enfin, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, bon, à 30, on va peut-être passer la main. Et j'étais à cette phase-là. J'ai eu mon CMO, d'ailleurs, pour le dire, il y a un mois. Ça y est, j'ai un CMO, enfin, à 80 personnes. Mais enfin, blague à part, c'est les fonctions support, on n'a pas les moyens. Et c'est un peu le... Alors, justement... Vous coûtez trop cher, en fait, c'est pour ça. C'est vrai, du coup, donc j'ai eu d'Aforwood. C'est pas combien on coûte, c'est combien on rapporte. C'est vrai. Et ça, c'est très important comme notion pour des chefs d'entreprise et des dirigeants. Ouais. C'est pas ce qu'on coûte, c'est combien on peut rapporter. Je sais bien. Mais... Et toi encore mieux que... Alors, par contre, c'est intéressant. Quand tu arrives dans le programme, vous étiez combien et tu faisais combien à peu près de chiffre d'affaires? Je ne sais plus exactement. Je pense qu'on était une 30-40, je crois. Et on devait faire... Je pense qu'on devait faire 2-3 millions de chiffre d'affaires, de revenus agence. Et on était, je pense, tout juste à l'équilibre ou à perdre un peu de sous ou un petit peu en dessous. Mais justement, c'est bien pour ça. Il fallait que quelqu'un m'explique. Mais bon, on était en forte croissance. On embauchait 10-15 personnes tous les ans. Et donc, effectivement, c'était cette vision-là. J'avais besoin de cadrer parce qu'en fait, je n'étais pas habitué à avoir des atterrissages. Alors ensuite, en rejoignant Publicis, j'ai appris ce que c'était qu'un commit, des commits tous les mois. Enfin là, on arrive dans le CAC 40, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on apprend à piloter une boîte comme ça. Donc vous étiez pour moi le SaaS un peu de le SaaS. Maintenant, je suis un pro. Ben écoute, tant mieux. Donc tes besoins, c'était de la structuration. Et c'est ce que t'a permis d'obtenir le programme d'Aforgood. Quels étaient justement tes besoins et comment justement... Tu me corriges de ce que je me rappelle. On avait quand même un dashboard. On n'était pas, on ne partait pas de rien, mais même je me rappelle qu'on discutait des relations avec les banques. Il y a plein de choses en fait. On ne sait pas trop comment appréhender les choses. On sait juste qu'on est à court de cash tout le temps et que c'est la merde. Mais du coup, voilà, on prend aussi du recul sur des sujets qu'on maîtrise pas et où on peut. En fait, c'est des sujets aussi dans tous nos environnements entrepreneurs. On peut pas vachement s'aider sur ces sujets-là en fait. Donc là, il nous faut vraiment des gens experts qui sont capables d'apporter une vraie vision sur ces problématiques-là. Je vais peut-être te laisser parler un peu. Oui, enfin déjà c'était assez structuré. Je pense que le dashboard et votre suivi était structuré. Ce qui a été le déclencheur, c'est qu'en fait, quand on s'est rencontrés, moi j'étais dans une situation où le marketing, la communication sur le commerce était une priorité chez nous, et tout de suite je me suis dit mais faut qu'on l'achète quoi. Enfin il faut qu'on avance, et donc ça s'est fait. En fait, on n'était plus trop sur des problématiques d'organisation du business plan, mais on était plutôt de se dire comment on va faire pour que... Alors c'est vrai que le programme c'était décembre ou novembre 2019, il y a eu le Covid, donc ça a ralenti un petit peu les choses. On a fait des petits déjeuners, on a fait des déjeuners, on a fait des dîners, on a fait des très, très longs préliminaires parce que c'était pas non plus la bonne période et puis il fallait attendre que vous soyez prêts, mais on a tout de suite travaillé dans un sens, faut qu'on trouve une solution de travailler ensemble quoi. D'accord. Et donc, ça, c'était dans la stratégie de Publicis, entre parenthèses, c'est ce que tu avais repéré. Mais avant de repérer ça, tu as fait le programme dans... Alors, le pur hasard, en fait. J'ai vu, je pense, sur LinkedIn, l'offre. Hein. J'ai postulé, je me suis dit, bon, tiens, si je peux aider quelqu'un, pourquoi pas. C'est vrai que quand on est dans des grands groupes, dans des environnements très structurés, c'est bien de travailler avec d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres environnements, et puis ça permet de rencontrer des gens.
Et donc, voilà, j'ai postulé et je me suis retrouvé effectivement marié avec Bison. Je sais pas du coup qui a fait je sais pas qui a fait, mais elle a vraiment bien fait. Hein. Parce qu'on leur doit, moi je leur dois un resto du coup à sa face. Plus même, hein. Un peu plus même, hein. Plus que le resto, non? Donc oui, et combien de temps après justement vous avez commencé à parler de ces rapprochements? Ça a été très très vite. En fait, moi, dès qu'on s'est parlé, j'en ai parlé en interne immédiatement parce que j'étais voilà. En fait, il se trouve que je suis sur une partie de Publicis qui suit ce développement du commerce, en Publicis Commerce. Donc, je connaissais très bien la personne qui le développait en France. Donc assez vite, en fait, rencontré Frédéric, hein, où là on a vu que ça matchait. Assez vite aussi, on a rencontré d'autres personnes de la direction de Publicis. Le siège étant en France, à Paris. Je connais très bien l'équipe fusion-acquisition, donc assez vite aussi, on a connecté à ce niveau-là, et puis c'est parti, quoi. Bon, je pense que tout le monde quand même connaît Publicis, mais tu as quelques chiffres quand même à nos communautés? Oui, alors c'est sûr que on est sur 14 milliards de revenus dans le monde, 100 000 personnes. En France, plus modeste, hein, 5 000, 6 000 personnes quand même. Voilà, donc, et sur notre périmètre... On est bientôt numéro 1 monde, on peut le dire. Oui, on est numéro 2, oui, numéro 2, et le but c'est d'être numéro 1 grâce à Bison. Évidemment, on a contribué. Hein. Sur le camembert, on a une micro-ligne. qui grossit. Oui, bien sûr, on y travaille. Mais après, le groupe s'est construit par acquisition, donc c'est vrai que c'est assez naturel d'acheter, d'intégrer des sociétés. Voilà, après, on a eu toute la phase préliminaire, et puis après des phases beaucoup moins sympas qui sont l'intégration comptable, SAP, Process, t'as adoré. Hein. Tous ces logiciels incroyables, vraiment. Belle découverte. Alors, justement, quand on parle de rachat, on parle de valorisation d'entreprise, de calcul savant comptable, il y a aussi l'humain. Et dans ces aspects valorisation, il y a des aspects différents qui rentrent en ligne de compte. L'aspect humain, donc c'est la fidélisation des talents, c'est de pouvoir rendre belle la mariée justement pour que la dot soit la plus sympathique possible. Et pour parler justement valorisation d'entreprise, on va commencer par toi Hugo. Est-ce que tu peux justement te présenter, nous expliquer ce que tu fais. Et ensuite, on interviendra justement avec vous pour que vous puissiez à chaque fois nous expliquer ce que vous avez pu mettre en place ou ce que vous allez mettre en place pour justement avoir fait cette évaluation. Merci Alain. Bonsoir à tous, je m'appelle Hugo Michelas, cofondateur d'Oris Évaluation, qui est un cabinet de conseil financier spécialisé en évaluation financière, avec une spécialité pour l'évaluation des startups dans le cadre de la mise en place de plans d'intéressement pour les salariés. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important et qui concerne toutes les startups dès lors qu'elles ont levé des fonds, à savoir le prix d'exercice qu'on doit appliquer au BSPCE. Donc si vous êtes une startup et que vous avez levé des fonds, normalement le terme BSPCE, vous devez déjà l'avoir entendu parler, vous devez déjà en avoir entendu parler, pardon. Et c'est un sujet vraiment qui est central puisque c'est l'instrument typique pour intéresser au capital les salariés. C'est vraiment un sujet super important pour les startups puisque une startup a besoin de perdurer dans le temps et donc pour cela a besoin de conserver au maximum ses talents. Et quoi de mieux pour conserver ses talents que de les intéresser au capital. Donc, comment maximiser l'intéressement au capital des salariés avec des BSPCE ? Il faut attribuer les BSPCE au bon prix d'exercice. Alors là, je vais tuer un mythe. Sur la base de quel prix d'exercice on doit émettre les BSPCE ? La pratique courante qui avait lieu en France depuis des années, c'était d'attribuer les BSPCE sur la base du prix auquel l'investisseur financier était rentré lors du dernier tour de financement. Ça, c'est une mauvaise pratique. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, ou en tous les cas, ça ne doit plus se faire. Il y a eu une mise à jour du BOFIP par l'administration fiscale en mars 2024, donc c'est assez récent, qui est venue clarifier la position de l'administration pour permettre d'appliquer une décote par rapport au prix du tour. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais pas trop. Alors, mais juste avant, tout le monde sait ce que c'est des BSPCE ? Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse rapide de qu'est-ce que c'est
pourquoi c'est mis en place. Bien sûr, bon, BSPCE, c'est pour bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Donc en fait, très simplement, c'est une option d'achat. On donne ça à un salarié et ça lui permet d'acquérir les actions de la société dans laquelle il travaille. Donc un BSPCE égale une action. Donc si on donne 10 000 BSPCE à un salarié, il peut acheter 10 000 actions de la société dans laquelle il travaille. La question est à quel prix? Parce qu'on lui donne le bon gratuitement, mais ensuite, si jamais il veut l'exercer, donc s'il veut vraiment faire l'acquisition des actions, là, il doit payer ce qu'on appelle un prix d'exercice. Et tout le sujet pour les startups, c'est de venir d'attribuer les BSPCE au meilleur prix. Et donc, depuis des années, ce qui se passait, c'était qu'on mettait le prix d'exercice sur la base du prix du tour. Sauf que ce qui s'est passé depuis 2020, essentiellement, c'est qu'il y a eu des baisses, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler, il y a eu des baisses des niveaux de valorisation depuis quelques années, et donc de nombreuses startups se sont retrouvées dans la situation où ils avaient émis des plans de BSPCE qui étaient complètement sous l'eau, puisqu'en fait les salariés ne pouvaient plus du tout les exercer, la valorisation de la société ayant baissé tellement qu'il n'y a plus aucun intérêt d'exercer le bon. Donc tout l'intérêt d'attribuer les BSPCE au juste prix, au meilleur prix, ça va permettre de protéger, de permettre aux salariés de ne pas subir de plein fouet, si j'ose dire, certains changements de conjoncture comme il y a eu depuis 2020. Alors, je vais vous expliquer maintenant rapidement, parce que je sais que le temps tourne, l'origine de la décote qu'on peut appliquer au BSPCE. Il y a deux décotes applicables, entre guillemets, au BSPCE. La première, c'est que il faut bien comprendre que les investisseurs financiers, lors d'une levée de fonds, souscrivent à des actions qu'on appelle des actions labellisées. Et ce sont des actions qui disposent de plus de droits financiers que les actions détenues par le fondateur. Je reformule, en d'autres termes, les investisseurs, ils détiennent des actions qui leur permettent généralement de récupérer en priorité leur mise par rapport à tous les autres actionnaires. Donc, en cas d'événement de liquidité, par exemple, une vente de la société ou une introduction en bourse de la société, tant que l'investisseur financier n'a pas récupéré sa mise initiale, il perçoit l'intégralité des produits de cession et les autres, le fondateur en l'occurrence, ou les salariés, reçoit zéro. Et dès lors que la mise a été récupérée, là, les autres actionnaires commencent à percevoir des produits de cession. Donc en fait, les actions de l'investisseur ont plus de droits que les actions détenues par le fondateur. Donc en fait, puisqu'il y a une différence de droit, il y a donc une différence de valeur. Donc l'intérêt de faire une valorisation dans les règles de l'art, ça va permettre de venir déterminer justement quelle est la différence de valeur entre l'action de l'investisseur et l'action du fondateur. Et la deuxième source de décote, c'est une décote d'illiquidité qu'on appelle ça. C'est pour, on va dire, marquer le fait que les actions fondateurs ou les actions salariés sont souvent moins liquides que les actions détenues par le fondateur. Alors, là, c'était de la technique. Moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place pour une start-up? Alors oui, tout à fait. Il suffit de demander à un expert indépendant qui va venir réaliser des travaux d'évaluation et en fait, il va venir analyser la composition de la table de capital. Il va analyser, pour simplifier, il va analyser la structure financière de la société, la structure de son capital et il va venir dire après analyse de la société, les BSPCE, on peut les émettre à tel prix d'exercice. Et pour vous, excuse-moi, justement, dans vos boîtes ou quand justement tu t'es développé, est-ce que c'était un sujet important? Est-ce que c'est créateur de valeur justement de donner à certains collaborateurs qui sont stratégiques dans l'entreprise ce type d'outils pour rassurer justement l'acheteur de ta société et d'être sûr que le package va être encore plus joli, qu'ils ne vont pas partir avant la signature? Oui, alors moi je les ai utilisés pour plusieurs personnes. D'abord, alors avant les discussions avec Publicis, pour des light founders qui sont arrivés un peu plus tard, pour les incentiver. Enfin, là, c'est un peu standard, mais c'est un super moyen de partager la valeur avec eux. Et surtout, alors nous, dans notre histoire à nous, c'est clairement maintenant qu'on en récolte les fruits et l'histoire est belle. Et ensuite, avant également la vente auprès de Publicis, j'ai refait un petit tour aussi pour des key people que je voulais aussi incentiver, puis que je voulais loquer aussi, parce que ça sert à ça. Et pareil, on est en train de faire une jolie culbute pour eux. Donc je trouve cet outil vraiment canon et j'encourage. Je pense qu'il y a j'imagine plein de patrons d'entreprise et j'encourage à l'utiliser intelligemment, mais abondamment, c'est le cas de le dire.
Et Publicis fait beaucoup de BSPCE. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces outils? C'est clair que c'est des outils qui sont clés dans des phases de structuration, de croissance d'entreprise, et puis qui sont très faciles à mettre en œuvre, comme tu l'indiquais, Hugo. Voilà, faut pas être un grand groupe pour pouvoir mettre en place ce type d'outils. Donc oui, un grand oui. D'accord. Juste une petite parenthèse, nous on accompagne des sociétés qui sont même en série pré-seed. Donc avant même la première série dite d'amorçage, on a déjà accompagné deux en particulier, qui n'avaient vraiment qu'une idée en tête. C'est-à-dire qu'ils avaient juste l'idée, il y avait vraiment rien encore sur le papier, ni rien du tout. Donc c'est vraiment de la pré-seed, avant même qu'il y ait la moindre autre personne que le fondateur au courant. Donc ça remonte vraiment dès le début, dès le premier euro, entre guillemets, qui est levé auprès de, en l'occurrence, c'était des business angels. D'accord. Et Patrice, c'est un plaisir de t'accueillir ce soir aussi. Alors justement, tu vas nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Et après, justement, ce qui va nous intéresser, c'est que tu nous expliques de quelle manière tu interviens justement sur cet aspect valorisation des sociétés et dans l'augmentation de la valeur, puisque l'objectif d'un dirigeant, c'est de vendre sa société, alors le plus cher, pas le plus cher possible, puisque c'est une histoire de l'offre et de la demande, mais de faire en sorte qu'elle soit valorisée et ce qu'on disait, de rendre sexy la mariée, pour que derrière, tu aies une boîte qui dise c'est cher, mais ça vaut le coup. Merci beaucoup Alain, un plaisir partagé. Bonsoir à tous. Donc, je suis Patrice Klug, associé gérant d'entreprise et décisions, société conseil en fusion-acquisition. Et on conseille des dirigeants actionnaires qui génèrent entre 1 et 10 millions d'euros de rentabilité, généralement entre 20 et 1000 salariés sur des secteurs d'activité très variés. Donc souvent sur des secteurs comme actuellement l'éducation, les services entreprises, services de nettoyage, services informatiques et éditeurs de logiciels, mais aussi à l'industrie, le BTP, c'est assez varié. Et donc effectivement, en tant que conseil en cession d'entreprise à l'origine, mais également opérations financières telles que des LBO, on fait des études de valorisation. Mais pour nous, la valorisation, plus qu'une étude, c'est une action, parce qu'on va augmenter la valeur, et en moyenne, on va doubler la valeur de l'entreprise sur l'espace de 1 an ou 2 ans d'opérations capitalistiques. Exemple, il y a 1 an et quelques, j'étais à un dîner de charité. À table, je rencontre un chef d'entreprise qui me dit vous arrivez trop tard, j'ai déjà vendu ma société, en tout cas je vais la vendre le mois prochain et je vais toucher 10 millions d'euros. J'aurais pu vous faire confiance, mais là c'est un peu tard. Bon, j'insiste un petit peu, il me dit finalement, vous êtes payé au succès, vous êtes bénévole comme for Good, donc pourquoi pas, allez-y, on va voir ce que ça peut donner. On intervient et finalement, au bout de moins d'1 an, il a effectivement touché le prix de 10 millions d'euros, c'est-à-dire le prix qu'il devait toucher, mais non pas pour 100% de la société, mais il a touché 10 millions d'euros, mais en plus il a gardé 85% du capital. Ça m'intéresse, du coup, je veux bien. Il me reste encore quelques actions. On se parle après, Patrice. Avec grand plaisir. Alors, quel tour de magie on a bien pu faire? C'est juste du travail. Bon, on a travaillé 3000 heures pour le client. On a été très bien rémunéré, bien sûr, au succès, parce qu'on a une initiative dès l'instant qu'on va dépasser la valorisation initiale, on va toucher des honoraires exponentiels. Et le premier service qu'on a rendu aux dirigeants, parce qu'en fait, le principal actif d'une société, surtout d'une PME, c'est son dirigeant. Et encore plus quand c'est son fondateur. Donc le premier service qu'on lui a rendu, déjà, c'est lui donner plaisir à travailler. Parce qu'il voulait vendre sa société, quitter la société, d'où la décote. Décote suite au départ du dirigeant qui aurait lieu dans les mois qui suivent l'opération. Et bien là, il en avait marre de tout, bien sûr. Il nous a dit j'en ai marre des salariés, j'en ai marre de l'État qui me prend tout mon argent, j'en ai marre de la technologie, ça fonctionne pas, j'en ai marre. Voilà, il en avait marre de tout.
comme la plupart des dirigeants. Et donc, nous, notre travail sur nos clients, c'est justement de lister tous ces sujets, de lister ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne sait pas très bien faire, et surtout ce qu'il fait et qui ne crée pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, tout ça, on va essayer de voir qui pourrait le faire à sa place. Donc déjà, si ça ne crée pas de valeur, ben on n'a pas besoin de trouver qui que ce soit, on l'arrête. Et parfois, il y a des heures et des heures chaque semaine, voire chaque jour, qui fait des choses quasiment inutiles. Simplement parce qu'il le fait par habitude ou parce qu'il pense que ça crée de la valeur. Ensuite, il y a des choses qu'il n'aime pas tellement faire. Donc s'il n'a pas de plaisir, pas d'intérêt. On va trouver des personnes, soit dans l'entreprise, soit recruter ou faire monter en responsabilité des gens, soit utiliser des logiciels de sous-traitants qui vont le remplacer. Et pareil, pour là où il n'est pas extrêmement compétent, il y a des personnes ou des outils qui peuvent le remplacer. Et surtout, on va lui libérer du temps. En moyenne, on va libérer plus de 50% du temps, parfois même 80%. Dans son cas précis, on lui a libéré 70% de son temps. Et donc, il lui restait que 30% de son travail. Et là, il a dit, évidemment, que grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce qui crée de la valeur. Il a divisé par 3 son temps de travail. Une partie de ce temps économisé, il l'a utilisé pour son plaisir, ses investissements immobiliers, ses voyages, sa famille. Et une partie de ce temps, il s'est redéployé sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire du commerce, c'est-à-dire faire des acquisitions d'entreprise, etc. Et donc, on lui a donné en plus le goût de recruter des personnes de qualité qui coûtent cher. Et ça, au début, il payait au lance-pierre les salariés. Et il nous a dit, merci beaucoup, grâce à vous, je paye des directeurs et je suis content de les payer cher parce que je comprends la valeur qu'ils apportent. Et puis, évidemment, on a aussi amélioré les process, transformé la société, changé les contrats clients. Bon, et donc, c'est tous ces sujets. Donc, bien sûr que tous les sujets de finance font partie des process. J'en discutais tout à l'heure. Bien sûr que on a besoin d'Aforgood, de DFCG, parce souvent on structure la direction financière des entreprises qui souvent n'ont pas du tout de directeur de direction financière. Donc on a besoin soit de DAF partagé, soit de DAF tout court, en salarié ou en externe. Donc il faudra qu'on travaille davantage ensemble, et en moyenne on va doubler la valeur des sociétés. Donc une société qui voulait se vendre 6 millions d'euros, on l'a vendu 25 millions d'euros récemment. Une autre qui voulait se vendre 20 millions, on l'a vendu 80 millions. Et souvent la pierre angulaire, c'est d'abord le dirigeant de l'entreprise. D'accord. Ben écoute, c'est très intéressant cette partie. Il y a un DAF là qui a des gouttes qui lui tombent du visage. Et juste avant, Aurélien, de te redonner la parole, Hugo, à ton avis, justement, quand on parle de BSPCE et d'entreprises comme ça, à ton avis, quel est le meilleur moment pour faire appel à ce type de produit, pour faire appel à toi, tout simplement? Alors, il y a 2 moments. Oui, généralement, dès qu'il y a une levée de fonds, le plan de BSPCE est émis. Donc là, déjà, on peut mandater un expert indépendant. Après, tout au long de l'année suivante, on peut aussi le faire. Mais ce que j'aime bien dire quand même, c'est qu'il y a les 2 moments principaux. C'est au moment de la levée de fonds, on fait appel à l'expert. Et ensuite, dès qu'il y a un atterrissage au 31 décembre, dès que les chiffres sont arrêtés, là, il faut refaire appel à l'expert puisque la valorisation de la société va évoluer en fonction de l'atterrissage des agrégats. Mais là, tu parles de levée de fonds. Moi, j'ai une boîte. Est-ce que je dois le faire en amont pour justement attirer des collaborateurs, ou il faut que j'attende d'avoir fait la levée de fonds pour mettre en place les BSPCE? Alors, il faut attendre la levée de fonds, puisqu'en fait, c'est la levée de fonds qui permet à l'expert de venir calculer quel est le prix d'exercice des BSPCE. Avant qu'il y ait une levée de fonds, par exemple, une start-up qui est en série seed, qui n'a pas d'activité, qui n'a pas d'employés, ni rien du tout, il n'y a pas de valorisation qui est extériorisable, puisque une idée, tant qu'elle n'est pas couchée sur le papier et qu'il n'y a pas quelque chose derrière, ça n'a pas de valeur particulière. Il faut qu'il y ait une levée de fonds, il faut qu'il y ait un investisseur qui ait commencé à mettre de l'argent pour que l'expert puisse travailler. D'accord, merci. Et toi, Aurélien, justement, alors, comme tu disais, le groupe fonctionne beaucoup par croissance externe. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu fonctionnes, comment c'est organisé et qu'est-ce que tu regardes justement pour donner un prix? Je ne fais pas toutes les acquisitions du groupe Publicis, hein, évidemment. Là, il se trouvait que c'était une super opportunité de le faire. Clairement, c'est déjà
il faut être sûr de la stratégie et qu'on achète une société qui est alignée avec la stratégie du groupe. Donc c'était un prérequis. C'est sûr qu'en me mariant avec une start-up qui était dans un secteur d'activité qu'on souhaitait développer, c'était le prérequis. Et puis ensuite, il y a la rencontre et l'envie de travailler. Clairement, je pense que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de rencontres au cours de la première table ronde, et ça, c'est aussi vrai pour la suite d'une histoire quand on mène une acquisition, à vraiment avoir l'envie d'eux. Parce qu'il n'y a pas eu que des moments faciles non plus, hein, comme dans tout mariage. Voilà, c'est pas toujours très simple, surtout quand on marie des cultures assez différentes. On parle d'une culture de start-up, c'est pas une culture d'une société du CAC 40. Donc il y a vraiment un choc de rencontres, de comportement, d'alignement. Voilà, c'est pas tous les jours simple. Donc je trouve qu'il faut vraiment avoir envie d'eux. Et puis après, ça se fait. Enfin voilà, après j'ai pas de. Moi, je suis prêt à le refaire. Après, il faut juste que voilà, il y a pas. Tu trouves la bonne pépite. Que tu trouves la bonne pépite. Oui, c'est ça. Voilà. Après, peut-être quelques chiffres, parce que du coup, on a parlé. Enfin, on a laissé au moment de l'acquisition, c'était effectivement du Covid, une société qui n'était pas forcément assez break-even. Enfin, pas voilà. Là, on est quand même sur un petit 60% de croissance cette année, une très très belle rentabilité. Alors voilà, donc il est et on va après le mariage, on va avoir des enfants puisqu'on est en train d'ouvrir l'Angleterre et l'Italie. Voilà. Alors, puisque vous parlez de chiffres, tu as donné ce que tu faisais précédemment. Est-ce que tu peux éventuellement indiquer ce que tu fais maintenant pour qu'on puisse voir le gap justement? Je pense, ouais. Ouais, on est en termes de. Alors, vraiment, les revenus agences, on est autour de 8 millions d'euros. Donc, c'est un fois 3, par rapport à 3, 4 par rapport au moment où on se parlait. Et là, on est vraiment sur une phase d'accélération. On va fêter les 2 ans de l'acquisition, là, cette semaine d'ailleurs. Donc, c'est intéressant. La première année, en vrai, d'une acquisition. Voilà, il faut comprendre un peu comment ça marche. On arrive dans un truc qui est immense, on ne comprend pas trop les outils, etc. Donc ça prend du temps, tout ça. Par contre, là, on est vraiment l'année 2024, c'est une année où les synergies arrivent. Ce qui est intéressant dans notre cas aussi, c'est au-delà de la visibilité que nous a offert, nous offre Publicis, les synergies, les rencontres, etc. Nous, finalement, tout ce qu'on avait structuré au moment du process, on récolte les fruits maintenant. En termes de process interne. Donc là, en fait, tout est un petit peu aligné pour que ça se passe bien. Et puis maintenant, on va un peu s'attaquer aux pays autour pour voir si on peut être... Maintenant, on est numéro 1 en France. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être numéro 1 en Europe. C'était un peu le deal quand on s'est tapé dans la main. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous 4. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Tout ça pour dire aussi que Da4 Good, oui, c'est financier, c'est aussi de belles histoires et c'est aussi l'objectif du programme. Quand on a des DAF qui participent au programme, quand on a des startups qui viennent nous voir, c'est notre rôle aussi de faire en sorte que ça matche, qu'on puisse les aider justement via du réseau, via des compétences, de pouvoir faire matcher et vous en êtes le très bon exemple. Bonsoir messieurs, moi juste une petite question. Je voulais savoir quelle était la place justement de la propriété industrielle, les brevets, les droits d'auteur dans la valorisation des sociétés, donc aussi des parts accordées gratuitement aux salariés. On a eu régulièrement à valoriser des sociétés qui avaient des actifs, des brevets, mais qui ne généraient pas encore le chiffre d'affaires et la rentabilité. C'est très difficile à valoriser. Alors il y a des cas où c'est beaucoup plus facile, surtout quand le chiffre d'affaires est récurrent, historique, etc. Quand on est dans le futur, on a souvent beaucoup de difficultés. Il y a des très belles marques d'ailleurs qui se sont vendues par des grands groupes sur des valeurs infimes, ou qui possédaient pourtant des actifs, des brevets, une propriété intellectuelle folle avec des marques qui avaient 30 ans, qui avaient dépensé des centaines de millions d'euros de publicité. Donc c'est vraiment très difficile. Bien sûr que parfois c'est plus facile. Là, on a une société pour laquelle le vrai actif, c'est le brevet. Et plutôt que de vendre la société, on va vendre le brevet. Finalement, c'est l'exception. On a un très faible écart entre la propriété intellectuelle et le brevet, donc, et la valeur de la société. Donc comme il y a peu d'écart,
on va préférer vendre uniquement cet actif plutôt que toute la société. Je confirme tout ce que vient de dire Patrice et j'ajouterais juste, alors nous en tant qu'experts, experts indépendants, on peut être amené à valoriser ce qu'on appelle des actifs incorporels, hein, donc les brevets et les marques en font partie. Alors il existe des approches financières pour évaluer ce genre d'actifs, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va les évaluer dans des contextes fiscaux. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, le fondateur qui va apporter une marque à une holding. Donc il n'y a pas d'acquéreur au sens où on ne va pas chercher quelqu'un qui est prêt à payer la marque. C'est vraiment fiscalement quand on va faire un apport, sur la base de quelle valeur de marché, entre guillemets, fiscale, on va pouvoir apporter la marque. Donc ça, nous, en tant qu'experts, on peut le faire, mais on est vraiment dans des contextes, souvent, en tant qu'experts indépendants, d'apport. Une dernière question très très rapide. Deux, mais alors si on peut faire très rapide. Oui, merci. C'était une question pour Hugo. Et c'était plus sur les BSPCE, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup approché par des cabinets qui nous proposent justement de faire ces évaluations-là de décote. Est-ce qu'il y a une quelconque accréditation par l'État ou par une institution qui permettrait de se baquer sur ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait se dire expert et faire un back and chose sur un coin de table pour caricaturer. Et puis, J'aime beaucoup la question déjà, merci. Alors, il n'y a pas d'accréditation, mais il y a plusieurs choses à regarder quand même. Le métier d'expert indépendant, il n'y a pas forcément d'accréditation ou de diplôme ou de. Voilà, il n'y a pas vraiment. Mais par contre, il faut faire quand même attention à quelques points que j'aime bien regarder. C'est déjà le discours qui est tenu publiquement. Il y a peu d'experts qui tiennent des discours publiquement. Il y en a beaucoup qui font les choses un peu dans leur coin. Ils ne s'affichent pas publiquement. En règle générale, quand un expert ne s'affiche pas publiquement, ses positions ou ses pratiques ou ses méthodes. Moi, je fais l'inverse, par exemple. Je publie beaucoup sur LinkedIn. J'explique et je documente tout ce que je fais. Donc, chez nous, tout ce qu'on fait, toute la manière dont on fait les choses, c'est public. Il suffit d'aller sur nos LinkedIn, le LinkedIn du groupe ou mon LinkedIn à moi. Vraiment, nos pratiques sont connues. Et alors, pour le sujet spécifique des BSPCE, il y a quelques questions à poser, effectivement. Alors, moi, la première qu'il faut leur poser, c'est qu'est-ce que vous faisiez avant mars 2024 ? C'est-à-dire que si avant mars 2024, ils ne connaissaient pas le sujet des BSPCE, comment dire, moi, ils sont là. J'avais dit ça dans un podcast avec Eliade, d'ailleurs, d'entreprise et décisions. Il y en a certains, ils sont là depuis 4 mois. Moi, je suis là depuis 4 ans sur le sujet. Donc ça, il faut quand même regarder quelles étaient leurs pratiques avant la mise à jour du BOFIP. Ça, c'est quand même important, il faut leur poser la question. On n'a pas de recul encore, je veux dire, sur ce que ça peut être, sur le rapport en lui-même. Est-ce que la véracité du rapport peut être vérifiée? Est-ce qu'on n'a pas encore de recul, je veux dire, sur ce que l'administration fiscale peut retoquer ou pas là-dessus, quoi? Alors, si, exactement. Si, vraiment. La mise à jour du BOFIP a clarifié la position de l'administration fiscale. Elle dit qu'il faut un expert dessus, mais elle ne dit pas en quoi le rapport de l'expert est considéré comme un rapport d'expert. Elle permet, je crois, même de le faire en interne. Si on a un service financier suffisant, on peut même le justifier comme ça. Oui, alors si c'est bien fait, à la limite, oui. Rien n'empêche la société de le fournir elle-même. Mais l'administration fiscale explique quand même qu'il y a 2 types. Hein, vraiment, le prix d'exercice doit être calculé en suivant les méthodes classiques d'évaluation. Oui. Dans le cadre des startups, il n'y en a qu'une seule, ça s'appelle l'option pricing model, parce que tu as cité le black and chose, donc je me permets la petite subtilité. Mais voilà, il y a des approches qui sont béton, hein, qui sont présentes souvent dans le livre du Verniman. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais ça, ce sont des méthodes qui sont documentées. Voilà, il n'y a pas de... Elles sont pas questionnables de la part de l'administration fiscale sur ce point-là. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu puisses aller le voir par la suite. Avec plaisir. Je pense qu'il répondra à toutes tes questions dans le détail. Merci beaucoup. Merci pour la question. Madame avait... Bonjour, Justine Lecallier, je suis la cofondatrice de Circuleg, une jeune start-up. J'avais une rapide question. C'est quand le bon moment pour approcher un potentiel acheteur dans la vie d'une entreprise? Alors, comme vous le savez certainement, il y a eu beaucoup d'opérations de financement des startups ces dernières années jusqu'à 2022. Et depuis, il y a une baisse forte à la fois des valeurs des financements, du montant des multiples, du nombre d'opérations et des capitaux investis en capital risque en France. Alors bien sûr,
c'est bien pire dans les autres pays, mais en France aussi. Donc là où dans les pays anglo-saxons, on est sur moins 70%, nous, ça a été au pire moins 40%, mais c'est quand même violent. Donc ce qui fait que c'est moins 40%, bah, soit les startups, elles n'ont pas fait d'opérations, soit elles se sont tournées vers les industriels. Et ces opérations industrielles, il y en a eu quelques-unes de connues, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, là où certains start-upers ont essayé de se diriger vers des industriels trop tôt, ça n'a pas bien marché. Alors, bien sûr qu'on a un contre-exemple ici, mais en général, l'industriel, il va souvent détruire ce qui était très bien fait par la start-up. Bon. Ben oui. Non mais moi par exemple, alors je peux donner mon exemple. Moi j'avais une start-up, je m'appelais MK Finance, j'étais numéro dans le top 50 mondial des fusions-acquisitions. Je rejoins Deloitte Inxenso. Deloitte Inxenso m'a totalement détruit. J'avais un outil CRM qui cartonnait, qui fonctionnait le seul du marché. Ils l'ont détruit en quelques mois. Je gagnais beaucoup d'argent. Ils ont accumulé 6 millions de pertes. Ils n'ont jamais gagné un centime depuis 10 ans. Enfin, moi, j'ai mon cas, mais d'autres cas, j'ai travaillé sur le dossier d'Octissimo. C'était leader mondial de l'information sur Internet et repris par M6, site Internet d'information. Donc, ça, tout le monde l'utilise, mais ça gagnait beaucoup d'argent. Ça n'a jamais gagné d'argent ensuite. A acheté 125 millions. Ça a été décoté à peut-être 10-15 millions. Bon, le nombre d'opérations de start-up qui n'ont pas été bien intégrées par le grand groupe, il est nombreux. Donc, c'est une opération très complexe. Là, moi, sur le papier, mon dossier, évidemment, c'était magnifique, c'était cocher toutes les cases. Je me rapproche du leader français et mondial du conseil financier. Donc, ils avaient 150 000 clients en France, même si beaucoup de clients, c'était des TPE, mais il y avait aussi beaucoup de PME, ETI. Donc, on va dire, s'il y avait seulement 5 000 clients qui étaient bons pour moi, je m'étais dit, je vais faire juste 200 opérations grâce à eux chaque année. Et au final, dans le meilleur des cas, c'était 10 opérations qui m'ont apporté. Et par contre, là où c'était les experts comptables, les avocats qui m'apportaient des dossiers tous les jours, comme je suis associé à un groupe d'avocats et d'experts comptables, tous les avocats et experts comptables externes ont arrêté de m'apporter des dossiers. Donc c'est compliqué. Donc il faut avoir une taille suffisante, une récurrence, des reins solides et être sûr de ne pas faire le mauvais choix. En général, moi, en tant que conseiller en fusion-acquisition, la taille idéale pour une opération capitalistique, c'est que l'acheteur soit entre 2 et 6 fois plus gros. Donc quand il est 200 à 1000 fois plus gros, c'est un petit peu trop gros. Alors bien sûr, c'est un contre-exemple qui cartonne, mais souvent on me dit mais pourquoi tu n'as pas vendu cette boîte à un leader français, un leader mondial? Je dis mais si, je l'ai contacté, ce leader. Il a proposé une valorisation qui était 2 fois plus faible. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils auraient moins de synergie, moins de complémentarité que le petit groupe régional qu'il a racheté. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, je ne sais pas si la question, c'est vraiment à quel moment il faut vendre. Et là, tu as vraiment parlé de la partie acquisition. Et si la question, c'est vraiment à quel moment il faut discuter, moi, je pense que c'est tout le temps. Ce qu'on a un petit peu en plus, Justine, mais je pense qu'il faut toujours être en contact avec son écosystème. Pas forcément dans l'optique d'une vente, mais en tout cas pour connaître, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une opportunité. Et surtout, même nous, on a l'exemple, ça se passe bien, mais en fait, il faut se connaître. Et à un moment, on est ici entouré d'AF, mais à un moment, c'est aussi humain. Évidemment, il y a le business, il y a l'argent. Mais à un moment, moi, j'avais le choix à la fin, je peux le dire, j'ai un peu la blague, j'avais le choix entre des Allemands et des Français. J'avais un peu plus d'ailleurs d'argent côté allemand, je veux bien le repréciser aussi de temps en temps. Mais, comme quoi, je ne suis pas si vénal. Mais à un moment, j'ai envie de voir qui tous les lundis. J'ai envie de voir les petits Français parce qu'ils m'avaient invité plein de fois au restaurant. J'ai dit, ils vont me réinviter. Non, mais c'est une blague, mais blague à part, en fait, ça compte aussi les rapports humains. Enfin, on est aussi tous des humains, on fait du business, mais on est là pour kiffer quand même aussi dans l'histoire. Et ça, on le construit dans le temps. Parce que si on construit dans les deux sens. C'est pas parce qu'on est les petits qu'on doit dire oui à tout ce qu'on veut. Et il faut connaître les gens en face de nous parce que justement, ça peut. Et Patrice a raison, il le sait mieux que moi. Ça se passe plus souvent mal que ça se passe bien, les acquises. Donc il faut bien s'entendre et avoir un feeling. Et c'est comme une date, quoi. Il faut dater. Alors c'est une très bonne question parce que j'ai la question au moment où on se parle. En fait, au moment où on structure le deal, il faut justement se mettre d'accord sur l'histoire. C'est comme des objectifs financiers d'une boîte. En fait, les BSPCE, ils doivent être alignés avec l'objectif qu'on met derrière. Donc typiquement, moi j'avais
Typiquement, j'avais 3 personnes qui en avaient, donc mon late founder qui sortait en même temps que, qui sortait en même temps que nous, et les lieutenants qui people, eux, ça s'arrêtait pas là. Donc eux, typiquement, je crois qu'il leur reste encore 16 mois de vesting, un truc comme ça. Voilà, il faut l'aligner en fait. Enfin, tu vois, c'est un truc. Et il faut le faire en toute transparence avec les personnes aussi qui doivent comprendre. C'est quand même pas simple, hein, le mécanisme de BSPCE à comprendre pour les employés. Donc il faut l'aligner avec les objectifs de la société, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Hugo, sur cette partie ? Pas particulièrement, mais effectivement, dès lors qu'il y a une transaction, généralement, il y a que 2 options. Soit les BSPCE sont laissés en tant que tels, comme ça, courant, ou alors on propose aux salariés de les exercer en échange qu'on leur rachète. Mais ça peut faire partie du deal ou ne pas faire partie du deal. Il y a des deals où il y en a, et un deal où il n'y a pas de liquidité qui est proposée, et ça dépend vraiment de la structure du deal, de l'investisseur et des objectifs. Alors tout à fait. En général, il y a 10% du capital qui est sous forme d'ESOP. Donc ESOP, c'est pour Employee Stock Option Plan, et ça regroupe les BSPCE, les BSA ou les actions gratuites. C'est maximum, hein, 10%. Oui, oui, alors j'ai déjà vu, ça peut arriver un peu plus parfois, mais généralement c'est 10%. Effectivement, il y a 10% du capital qui est prévu, c'est une poche, une enveloppe globale qui est autorisée à être, que le fondateur pourra émettre aux salariés, ou à lui-même d'ailleurs, comme il le souhaite. Une dernière question ? C'est bon. Bon, je suis parti. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Alain. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, cette soirée d'Af for Good ne serait pas une soirée d'Af for Good sans notre cher Arnaud, que j'invite à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. J'avoue, c'est une grande fierté d'avoir assisté déjà à cette soirée et puis de voir en fait comment a pu évoluer ce programme d'année en année, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'étend en France. En fait, il y a 9 ans, quand on a pensé à ce programme avec Eric, Sylvain et Antoine. En fait, on avait été soutenu aussi par Laurent Maillot de la DFCG Île-de-France, qui était responsable de la DFCG Île-de-France. Et en fait, on ne savait pas trop où on allait, mais on avait des convictions assez fortes, qui étaient que l'amitié professionnelle, l'objectif, en fait, quand on adhère dans une association, c'est finalement réussir à créer du lien, à avoir des relations humaines, créer des amitiés professionnelles. Et comment on pouvait arriver à créer des amitiés professionnelles? Par la récurrence et autour d'un projet commun. Et naturellement, on s'est dit, tiens, on a peut-être quelque chose à faire en créant, en fait, quelque chose qui va nous permettre de nous voir régulièrement. La deuxième idée, c'était de se dire, mais en fait, nous, la DFCG, on fait beaucoup de choses pour nous, les directeurs financiers, mais finalement, nous, en tant que directeurs financiers, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, on a un impact fort au sein des entreprises. Faisons quelque chose qui véhicule l'image positive du directeur financier à l'extérieur et non pas en étant entre nous. Puis bon, comme vous avez vu sur les échanges, l'esprit en fait de Daf for Good, c'est de la bienveillance, c'est de la convivialité, c'est de l'entraide, on a envie d'être ensemble, de se réunir et de se voir souvent. Et donc en fait naturellement on s'est dit pourquoi pas connecter des directeurs financiers, membres de la DFCG, avec des startups. Et je crois, les gars, on a réussi. Un truc qui était finalement pas mal. On a réussi à suivre plus de 150 startups, à mobiliser plus de 300 directeurs financiers. À l'époque, quand on l'a fait, c'était un programme qui était innovant. On parlait finalement assez peu de startups, il y avait peu de programmes de mentoring. Je crois aujourd'hui que c'est un programme qui est unique et qui n'a pas d'équivalence.
et je le pense sincèrement. Et ça nous permet, nous, en tant qu'association de directeurs financiers, non seulement d'avoir un impact positif, fort, tout de suite, immédiat, auprès des startups qu'on accompagne, mais au final, nous, c'est notre quotidien en tant que directeur financier, finalement, d'accompagner les entrepreneurs, de structurer les sociétés, de les aider à se développer. C'est toute la raison d'être, en fait, du métier qu'on exerce, et donc l'association qu'on a. Et donc, merci pour ça. Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps. Moi, Aurélien, je l'ai eu, j'étais sur mon scooter. Il me dit, ah bah tiens, j'ai entendu parler du programme DAF for Good. Ah bon, t'es qui? Moi, je suis DAF CFO de Publicis. Ah bah écoute, super, viens. Et toi, Muriel? Ah bah moi, je suis ancienne DAF de OVH. Ah, incroyable, c'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent énormément, qui ont des fortes responsabilités et qui arrivent à donner un petit peu de leur temps, juste par bienveillance, en fait, à d'autres entrepreneurs. Donc je trouve ça exceptionnel et je voulais vous remercier pour ça. Je voulais aussi remercier énormément les régions. En fait, Muriel qui a monté DAF for Good dans la région Nord. Mais comme on a dit, les initiatives sont en région Aquitaine, en Bretagne, à Montpellier, à Nice, à Lyon. Voilà, tout ça fait... c'est la richesse en fait de ce programme-là, et ayez en tête que c'est parce qu'il y a des gens qui portent en fait cette volonté de donner de leur temps pour aider en fait des startups, pour alimenter en fait leur réseau et l'écosystème. Je voulais évidemment remercier mon équipe, Alain, Mathieu et Jean-Christophe. Parce que c'est beaucoup de travail, comme vous pouvez imaginer, d'alimenter, de créer ce programme sur toute une année et puis organiser une soirée comme celle-ci. Remercier très chaleureusement le BDEF pour leur accueil, Paola, j'ai oublié Pierre-Henri Picard pour leur aide. Évidemment, la DFCG, Marie-Hélène Pébel, la présidente, Laurence Stockley, qui est la présidente Île-de-France, et Damien Abreu, son directeur général, et ses équipes pour leur soutien logistique. Et également remercier Finance Innovation pour le partenariat qu'on a depuis 2 ans, 3 ans maintenant, et j'espère qu'on va continuer. Et puis, j'arrête avec les remerciements, mais je pense que c'est important de remercier très chaleureusement nos sponsors, et particulièrement Groupama Épargne Salariale, qui, je crois, nous suit, nous sponsorise depuis toujours, en réalité, avec Jean-Christophe Benzo, qui a toujours été bienveillant, moteur et, dans l'aventure. Évidemment, Entreprise et Décision et Euris pour la soirée de ce soir. Et j'espère surtout qu'on va continuer ensemble sur les futurs événements. Voilà. Alors, avant de dire un dernier mot avant le cocktail, où l'objectif est de continuer à échanger ensemble, j'avais un petit message, mais je pense, Alain, tu l'as dit, s'il y a des startups ou des directeurs financiers qui souhaitent finalement vivre l'aventure DAF for Good, cette belle aventure humaine, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous pinguer sur LinkedIn ou nous envoyer un mail, ou aller voir le stand de DFCG pour simplement notifier que ça vous intéresse, et on vous accueillera avec grand plaisir.